Bon, ben, on va pouvoir commencer. Merci à tous d'avoir répondu aussi rapidement à notre invitation, vu que nous avons mis ça en place assez tardivement. On essaiera d'être bien meilleur l'an prochain. Mais merci aussi à tous les établissements du supérieur de l'enseignement catholique à Toulouse et même sur l'Occitanie, pour être un peu plus large, à avoir répondu à cet appel. Je pense que c'est bien pour nos parents d'avoir un maximum d'informations sur les offres Parcoursup et les offres que peuvent fournir aussi l'enseignement catholique à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas traîner plus que ça sur la présentation, hein. Je vais repasser la parole à Joël qui, lui, va pouvoir à Philippe d'abord, Oui, excusez-moi. voilà, Philippe, Philippe. oui. Ouais, d'abord la parole à Philippe qui va en 3 ou 4 slides vous expliquer ce que fait l'appel au niveau de l'ICF justement, et ensuite c'est Joël qui prendra le relais. Voilà. J'espère que vous allez passer une agréable soirée. Juste pour dire que vous voyez, on a lancé l'enregistrement. C'est parce qu'en fait, justement, vu qu'on a averti très tard, on n'a pas pu avertir l'ensemble de nos parents, mais nous mettrons ce mini webinaire en ligne sur notre site de l'appel académique pour que un plus grand nombre ait accès. Voilà. Merci Dominique. Alors, je vais vous parler un petit peu de service ICF académique, donc qui est le relais au niveau de nos 8 départements de l'action menée par le service ICF de l'appel national. Donc le service ICF information conseil aux familles de l'appel académique, c'est d'abord la représentation des parents au sein de l'institution scolaire et également auprès des pouvoirs publics. Mais le service ICF, c'est également l'animation et l'implication dans la vie des établissements scolaires, puisque nous avons un réseau de référents information et conseil aux familles au niveau de chaque département, et également des correspondants information conseil aux familles dans certains établissements et dans une vingtaine de lycées et de collèges, nous avons même des bureaux de documentation et d'information à l'orientation, autrement appelé BDI Orientation. Voilà. Le service ICF, c'est également la participation au débat éducatif national. On a ce soir la chance d'avoir Violaine Bigot, qui est notre représentante pour le service ICF auprès du ministère, qui nous écoute ce soir. Le service ICF, c'est également et surtout le soutien aux parents dans leurs tâches éducatives, d'abord en les informant, donc c'est le cas ce soir, et ça l'a été il y a une dizaine de jours, comme l'a rappelé Dominique, avec monsieur Jérôme Teillard, qui nous a fait un petit exposé sur le Parcoursup également. Et on propose également des formations. Il y en aura une le 3 mars prochain, à destination des animateurs de ces bureaux de documentation et d'information. Donc, et les conditions sanitaires nous conduiront à mener cette formation en visioconférence également. Voilà. Le service information et conseil aux familles se retrouve au cœur de chacune de ces missions. Il a pour ambition d'accompagner les parents dans leur rôle d'éducateur en les aidant notamment à renforcer leurs compétences éducatives. Alors, tout ça, c'est pour vous expliquer ce qu'on fait et je vais vous expliquer maintenant avec qui on le fait. Donc, 3 domaines d'intervention principaux pour le service information et conseil aux familles. L'orientation et le rapprochement entre l'école et le monde professionnel, et l'école inclusive, et également les réflexions éducatives. Le service information et conseil aux familles œuvre dans ces 3 domaines. Donc, son action se déploie au niveau des appels académiques départementaux et des appels d'établissement. Comment ça se passe? Donc, au travers de l'organisation d'actions à destination des parents sur les questions d'orientation, ça peut être des ateliers, alors ce sont des ateliers collectifs pour les enfants et pour les jeunes. Ça peut être par exemple la rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation, un atelier de développement des compétences psychosociales, ça peut être des visites d'entreprise, des forums des métiers, des actions de sensibilisation sur le handicap, sur la précarité.
Le rôle du service information et conseil famille, c'est aussi le soutien des familles qui ont un enfant à besoin éducatif particulier pour les aider face à la constitution de dossiers MDPH, par exemple, pour être le relais avec des associations spécialisées, pour représenter donc les familles au sein des commissions d'orientation vers les enseignements adaptés. Voilà. Le service ICF, c'est également l'accompagnement des parents pour les renforcer dans leurs compétences éducatives, avec l'organisation de conférences. Ça peut être des cafés-rencontres, des rencontres parents-école. Voilà. Donc voilà en gros toutes les missions qui sont vraiment au cœur de l'action de notre mouvement et qui permettent aux parents de pouvoir les accompagner dans leur mission éducative. Donc pour tout ça, il nous faut des personnes. Et si j'arrive à passer à la diapo suivante. Voilà. Allez, j'en profite juste pendant ton petit blanc, Philippe, pour préciser, effectivement, on a oublié de le dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions via le chat, on y répondra, ou nous, ou nos intervenants de ce soir, se feront un plaisir de vous y répondre. Hein. Voilà, donc pour nos 8 départements de l'appel académique de Toulouse, donc j'assume la responsabilité en tant qu'élu du service information et conseil aux familles et je suis épaulé dans ma mission par 3 personnes. Donc Maude Maury qui est à mes côtés pour tout le volet relations entre l'école et le monde professionnel. Maude, si tu veux allumer ta caméra et nous faire un petit coucou. Donc elle est également présidente de l'appel départemental du Tarn. Elle peut peut-être rester discrète ce soir. Donc, moi-même qui suis en charge des questions d'orientation et de BDIO. Hervé Kermer qui traite également de formation au niveau de la commission Bac plus 3, Bac moins 3. Et Jacques Erwan Ducaltes qui s'occupe plus particulièrement de toutes les questions liées à l'école inclusive et aux besoins aux enfants à besoins éducatifs particuliers. Voilà, nous sommes également soutenus, on ne l'a pas mis sur le... Là, vous avez les élus du service information conseil aux familles, mais il y a également Véronique Bonnet qui au quotidien est notre salarié qui est en charge temporairement des questions d'information conseil aux familles au sein de l'Académie de Toulouse. Voilà. Donc, je vais pouvoir maintenant céder la parole à Monsieur Lebert. Qui dirige l'Institut Lumira, qui va nous faire une présentation de Parcoursup et de l'offre dans Parcoursup pour en ce qui concerne l'enseignement libre pour notre Académie de Toulouse en post-bac. Et nous aurons des interventions de Monsieur Coppin pour Saliège, de l'ICAM et également un représentant de l'Institut catholique de Toulouse. Donc voilà, je vous cède la parole, Monsieur Lebert. Juste une précision, Joël, avant que tu commences. Oui. J'ai coupé les micros de quasiment tout le monde. J'ai laissé que le tien. Donc, si tu dois passer la parole, par exemple, à Alain, il faut qu'il remette son micro. C'était pour éviter les bruits de fond qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Très bien. Par contre, vous pouvez lancer mon diaporama. Après, je prendrai le contrôle. Apparemment, je peux, mais il faut le lancer. Parce que moi, vous l'avez le diaporama, monsieur? Alors, je pensais que vous alliez le partager pour le faire vous-même pour pouvoir tourner les pages, mais sinon... Comme je n'étais pas, comment vous dire, moi-même, voilà, je préférais que ce soit vous qui meniez le tout. D'accord. Alors, je précise pour les parents qui nous écoutent, et mes collègues aussi, vous pourrez réagir bien sûr, c'est un diaporama qui est très succinct en fait. Ce n'est pas une réelle présentation de Parcoursup parce que c'est des parents qui ont pu assister à la visio de M. Teilhard. M. Teilhard est beaucoup plus technique que moi. Là, l'idée, c'est quand même de faire quelque chose de succinct, de rapide, mais qui va à l'essentiel. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Il faut que je revienne chercher le PowerPoint. Là, on est encore sur ton écran de service ICF. Oui. D'accord.
Mais c'est bon, je suis en train de... Il y a un parent qui posait la question de qu'est-ce le BDIO, le BDI, que veut dire BDIO? Un parent, j'ai vu passer cette question, si on peut lui répondre en même temps. Dominique, est-ce que tu peux lui répondre le temps que je... Le bureau de documentation d'information à l'orientation. Je crois que c'est à peu près ça. Voilà. Oui. C'est En fait, alors c'est très évolutif puisqu'on a dû s'adapter à la réforme des lycées. On faisait dans nos services BDI beaucoup d'accompagnement de jeunes et même certaines fois de l'accompagnement individuel, alors que actuellement, avec la réforme des lycées, la réorientation donc du service ICF de l'appel national, on ne fait plus que de l'accompagnement ou soit en groupe ou pour les parents. Mais ça n'a jamais, de toute façon, été un lieu où on faisait de l'orientation. On n'a jamais eu enfin, on n'a jamais fait d'orientation. On a laissé ça aux professionnels. Nous, c'est donner la possibilité aux jeunes d'avoir accès à tous les documents et tous les renseignements qu'ils peuvent avoir pour pouvoir s'orienter le plus facilement possible, en fait. Est-ce que vous Très voyez bien. là le PowerPoint? Oui, tout à fait, on le Allez, voit. c'est parti. Alors, Voilà. super. Alors, je vais voir si je peux prendre. Alors, si je demande si vous me donnez la main, peut-être, ce sera plus simple. Ou alors, il faut que vous demandiez le contrôle, peut-être. Oui, c'est ça. Mais moi, là, Là, je partage fenêtre, donc là, vous n'allez pas pouvoir prendre le contrôle, je Bon, pense. ben alors, je vais vous demander de passer les diapos, Oui. tout simplement. On peut passer à la diapo suivante. Suivante. Voilà, alors, non, là, on a passé un petit peu trop vite. Voilà, une en arrière. Voilà. Non, encore une, excusez-moi. En arrière. Voilà, encore, non, là, vous êtes en train d'avancer. Il faut venir juste en Je reviens arrière. en arrière. Encore. Non, là, on avance. Là, C'est parce que là, tu es en mode diapo, donc chaque fois que tu Oui, cliques, il va avancer d'une. oui, il faut Faut que tu revenir te en sortes arrière, en fait. du Pardon, mode je sors du mode diapo. diapo. Ouais. Hop. Non, pardon. Voilà. Alors, on est ici. Chaque fois que je passe avec la tablette, c'est pas facile. Ah oui. Comment je sors du mode... Échappe. Voilà. Non, il veut pas. Mais sinon, Joël, on peut pas partager depuis Moi, ton ordi. j'ai pas la main, Voilà. c'est pour ça que je peux pas partager. Voilà, ça arrive. Hop. Voilà, super. Donc voilà, en arrière. Parce que normalement, j'avais mis tout le monde en présentateur pour qu'on puisse partager. Alors, encore. Encore. Voilà. Voilà. Hop, voilà, Allez, donc, voilà. voilà. Alors, RENASUP, donc nous sommes un réseau de 24 établissements. Alors, beaucoup de BTS, bien sûr, avec malgré tout des prépas à Saliège, essentiellement. Donc, à Saliège, une université qui est l'Institut catholique. Pour l'instant, une école d'ingénieurs, Kelicam, qui travaille avec nous. Deux sites à consulter, le nôtre, orientesup.com, et un MOOC. Alors, ça, c'est un MOOC qu'a fait RENASUP Paris, qui est un petit peu vieillissant, mais qui est intéressant parce que c'est des petites cellules qui parlent de telle ou telle forme. Qu'est-ce qu'il faut, le profil pour faire un BTS, pour faire une prépa, pour faire une école d'ingénieur. Donc, c'est ça, c'est bien fait. Voilà. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, nous proposons des diplômes qui sont des diplômes visés, diplômes nationaux tels que les BTS, brevets de technicien. Il y a aussi des BUT que nous présentons. Ce sont des diplômes visés. Vous allez trouver aussi sur Parcoursup des diplômes répertoriés par la CIS, en fait le ministère du Travail, que l'on appelle dans notre jargon des diplômes RNCP. Et après, vous avez les diplômes qui sont donc certifiés par la CTI. Ça, ce sont des diplômes. Alors, regardez bien le petit logo qui est en haut à droite. Tout à l'heure, il y aura une diapo de logo. Tous ces logos certifiés au parti. On passe à la diapo suivante. Donc, simplement un rappel pour les parents, parce que je disais sur Parcoursup,
Alors, on parle d'établissements sous contrat, surtout pour les établissements de type lycée. Donc, l'Institut catholique ou l'ICAM ne rentre pas dans ce cadre-là, mais tous les autres établissements qui présentent des BTS ou des prépas, on est des lycées privés sous contrat. Ce qui veut dire qu'on est reconnu par l'État, ce qui veut dire que nos enseignants ont passé le même diplôme que dans l'enseignement public. Et donc, de ce fait, il y a deux aspects qui sont intéressants. C'est que d'une, les jeunes qui sont là peuvent percevoir la bourse d'État. On est habilité à recevoir la bourse d'État. Et surtout, on a des BTS notamment avec pas mal de CCF, c'est-à-dire quasiment certains, c'est 50% de la note qui sera en contrôle en cours de formation, CCF, alors qu'à contrario, les établissements privés hors contrat, eux, ne peuvent pas percevoir les bourses d'État et surtout, quand il y a un BTS, eh bien, ils doivent tout passer en examen final. Donc, vous voyez que l'examen n'est plus le même. Et ça, les parents ne le savent pas parce qu'on leur vend évidemment des BTS et en réalité, ce ne sont pas tout à fait les mêmes BTS. Après, une fois qu'on l'a obtenu, dans un établissement ou dans l'autre, c'est un diplôme d'État. On est bien d'accord. Voilà, on peut changer de diapo. Voilà le type de logo que vous pouvez trouver. Donc, vous voyez que par exemple, pour les BTS, on l'a vu. Pour les licences, vous en avez deux. Vous avez l'ESPIG. L'ICT est à l'ESPIG et a des licences. L'école de Purpan ou l'ICAM ont ce petit logo et les titres RNCP ont un autre logo. Et il y a d'ailleurs actuellement un dernier logo que je n'ai pas mis qui est les licences pardon, les bachelors de grade licence que notamment nos amis de Purpan ont. Voilà. On peut continuer. Alors, je rappelle que Parcoursup, c'est un outil. Un outil ne fait pas du tout l'orientation. Un outil, c'est comme si vous demandiez à votre voiture de vous amener à un point A, c'est quand même vous qui conduisez. Donc la voiture toute seule ne vous y amène pas. Parcoursup, c'est la même chose. Si vous n'avez pas réfléchi à l'orientation, ce n'est pas Parcoursup qui vous donne l'orientation. En revanche, Parcoursup est un excellent outil pour vous faire découvrir toutes les possibilités qu'il y a. Alors, cette diapo est faite vraiment pour provoquer les parents. Donc après, vous pouvez très bien m'envoyer des smileys désagréables si vous le désirez. C'est le choix du jeune, je le précise et je le rappelle, et je devrais même dire dans lequel il faut associer un plaisir. Moi, je ne connais pas de jeunes qui peuvent faire des études sans plaisir. Il faut un plaisir, il faut faire un choix de formation. Ce n'est pas la projection des parents, ce que je dis, de ceux qu'ils ont réussi ou au contraire de ceux qu'ils auraient aimé réussir. Comme je dis souvent, les études ne sont pas génétiques, elles ne s'héritent pas. Le modèle de l'enseignement supérieur depuis 20 ou 30 ans a énormément changé et surtout ne comparez jamais le jeune à son frère ou sa sœur. Ceci dit, c'est un choix qui doit être éclairé et par les enseignants, parce que, alors oui, je rappelle aussi à tous les parents que les enseignants, c'est un vrai métier, et que quand un enseignant pense que le jeune a tel ou tel profil, il faut l'écouter. Alors souvent, ça mes collègues de Saliège et de l'ICAM pourront confirmer, souvent les filles n'osent pas, elles se sous-évaluent, alors que les garçons se surévaluent. Donc ça, c'est des choses que l'on reconnaît. Donc il faut écouter les enseignants. Quand vous avez un enseignant qui dit « oui, tu peux aller en prépa », il faut croire l'enseignant. Voilà. Je pense que quand on va chez le médecin, on écoute le médecin. Quand une équipe enseignante conseille, je crois qu'il faut les écouter. Bien sûr, le parent a son mot à dire. Pour déjà une raison simple, c'est que c'est lui qui va payer, en général, que les études supérieures ont un certain coût. Et donc voilà, moi je dis c'est une réflexion qui doit être, et un dialogue permanent entre l'équipe enseignante, le jeune et les parents. Voilà, on peut changer de diapo. Alors très rapidement le calendrier, mais ça vous le connaissez, sur 3 dates, je dirais qu'il faut retenir le 11 mars, où là il faut effectivement formuler tous les vœux, le 8 avril, valider les vœux, et puis après attendre tranquillement jusqu'au 27 mai les résultats. Moi je dis attendre tranquillement, mais cette année qui est une année particulière, je pense qu'il faut en profiter entre le 8 avril et le 27 mai, une fois qu'on a posé tous ces vœux, de peaufiner tout ça, en essayant d'aller sur les sites, en essayant d'aller voir les webinaires, en essayant, pourquoi pas, j'espère qu'on pourra faire un peu de présentiel, on va dire au mois d'avril ou au mois de mai, d'aller, de visiter, de se rendre compte de quel type d'établissement c'est. Je crois que ça c'est très important, de façon à faire une petite liste, et ça c'est quelque chose, c'est un conseil que je donne, avec quels sont les vœux, prioriser les vœux, que les parents ou le jeune fassent sa liste de priorités, de façon que quand il aura les résultats, il pourra faire un choix plus facilement. Voilà, on peut continuer. Alors, Parcoursup, très rapidement, en quelques diapos. D'abord, vous avez cette carte qui apparaît, vous tapez dans le moteur de recherche tout ce que vous voulez, et là, c'est magnifique, tout apparaît. On peut changer de diapo.
Donc moi j'ai tapé BTS Tourisme Toulouse. Ici Toulouse ne veut pas dire la ville mais l'académie. Et là vous avez tous les établissements qui font BTS Tourisme. Alors très intéressant, vous avez le taux d'accès. Le taux d'accès correspond en fait au nombre de dossiers et au nombre de places. Donc ça c'est intéressant de voir les taux d'accès. Et vous remarquez que généralement en BTS ça peut être de 30%, voire le lycée hôtelier, c'est 19%. Vous avez aussi, et ça je veux casser cette image, le fait qu'on croit qu'en BTS, c'est que pour les bacs pro. Mais si vous regardez l'IMERAC, nous, l'an dernier, nous n'avions que 14% de bacs pro, parce que les bacs pro ne postulent pas forcément dans l'enseignement catholique, pour des raisons souvent financières, il faut être honnête. Et donc, si vous regardez, vous avez, voilà, ce sont des diapos que j'invite les parents à bien regarder ces diapos, parce que ça peut faire partie du choix aussi, de regarder ces diapos-là. On peut changer de diapo. Donc ensuite, quand vous cliquez sur la fiche, évidemment l'IMERAC, qui est un excellent établissement, là vous avez les chiffres clés, le nombre d'étudiants qui ont posé un dossier, le logo dont je vous parlais, et nous avons décidé éventuellement de réserver le droit de faire des entretiens. On s'est donné ce droit-là, puisque on y tient, avec M. Copin, on se bat pour que l'enseignement catholique choisisse ses élèves. Donc lorsqu'on a un dossier que l'on trouve un petit peu, disons, différent, on se donne le droit de convoquer le jeune et de faire un entretien. Mais ce n'est pas un entretien de sélection, c'est plutôt un entretien de motivation. Voilà. On continue. Ensuite, vous avez les critères généraux d'examen de vœux. Chaque établissement est obligé de mettre ses critères généraux. Donc, vous avez des résultats, l'engagement des activités centres d'intérêt, les compétences académiques, la motivation, le savoir-être. Et nous, on met des valeurs, donc très important, essentiel, voilà. Et ça va. Vous aurez d'abord disons, un premier travail sur les notes, il ne faut pas se cacher, et ensuite, vous aurez un deuxième travail qui va se faire comme celui-là. Voilà, on peut changer de diapo. Donc, le deuxième conseil de classe des établissements d'origine, c'est-à-dire l'établissement dans lequel le jeune est actuellement scolarisé, va examiner évidemment les vœux de chaque élève. Donc, il va examiner le vœu pour chaque formation. Donc, c'est ce qu'on va appeler la fiche à venir. Donc, évidemment, il y a les notes de l'élève. Le professeur principal va donner un avis sur les compétences transversales et l'équipe va donner une appréciation que le chef d'établissement va écrire. Cette fiche à venir, alors, hier, on m'a dit que cette fiche à venir pouvait être consultable dès le mois de mars. Ce n'est pas l'information que nous avons, nous. Nous, l'information, nous l'avons comme quoi le parent pourra la découvrir en même temps que les vœux, c'est-à-dire le 27 mai. Alors, peut-être que ça a changé là-dessus, je n'ai pas trouvé l'information exacte. Je me suis basé surtout sur ce qu'on faisait l'an dernier. Cette fiche que on va peut-être changer le diapo. Voilà, cette fiche que vous avez là, je dirais, si vous avez bien fait le travail que je vous ai dit de faire avec les familles, le jeune et les enseignants, cette fiche ne devrait pas être surprenante. Elle devrait être cohérente, puisque, alors vous avez la première partie avec les notes, le positionnement de l'élève dans la classe, le nombre d'élèves. Bon, ça, je pense que les prépas ou l'ICAM va peut-être plus regarder ça. Nous, en BTS, on va moins le regarder, mais enfin, on va regarder un petit peu tout ça. Mais ce qui est très intéressant, et là, je pense que tous mes collègues seront d'accord avec moi, et ça, c'est nouveau de Parcoursup, c'est la méthode de travail, l'autonomie, d'autres éléments d'appréciation, la capacité à s'investir et l'engagement, esprit d'initiative. Et là, il va y avoir des avis. Et pour nous, c'est une très très bonne connaissance du jeune, parce qu'un bulletin en tant que tel ne nous permet pas de connaître le jeune. Là, on va voir vraiment. Ensuite, vous avez le chef d'établissement qui va écrire donc une appréciation, puis il va donner un avis, est-ce que c'est cohérent ou pas, et quelle est la capacité de réussite du jeune. Il est évident que si, je dirais, le jeune s'entête sur un parcours et que l'équipe n'est pas d'accord, de fait, l'équipe marquera que ce n'est pas cohérent. De fait, nous, enseignants supérieurs, on ne le prendra pas. Donc je crois qu'il y a vraiment un travail à faire, et ça, j'invite vraiment les parents à faire ce travail avec les équipes enseignantes. Voilà, on peut changer de diapo. Donc le projet de formation motivée, très important. Donc là, on a mis une petite lettre que les parents pourront réutiliser aussi, c'est-à-dire partager les expériences scolaires et extrascolaires. Je crois qu'il est important de ne pas réécrire ce qui est dans le bulletin. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre le jeune, donc renforcer la candidature avec tout ce qui est les goûts, ce qu'il aime, une curiosité. Alors évidemment, en fonction de la formation, en fonction de ce qu'il choisira, il est évident qu'il faudra qu'il aille dans ce sens-là. Expliquer pourquoi. Évidemment, s'il est allé aux portes ouvertes ou s'il est allé voir des portes ouvertes virtuelles, qu'il explique pourquoi l'établissement l'intéresse ou pas. Bien sûr, soigner la rédaction, ça c'est une évidence, et valoriser les compétences. Je crois qu'il est très important aussi,
qu'il valorise les compétences. Est-ce que, par exemple, il est scout? Est-ce qu'il a le BAFA? Est-ce qu'il travaille l'été? Est-ce qu'il est engagé dans une association? Est-ce qu'il est dans une équipe collective? Enfin voilà, tout ça, c'est important. Plus on a de renseignements sur le jeune, et je peux vous dire, et mes collègues le diront, que ce soit à l'ICT, à Saliège ou à l'ICAM, on lit toutes les lettres. Hein, on lit toutes les lettres. Voilà, on continue. Donc, réception le 27 mai, vous avez toutes les réponses. Tous les vœux ont une réponse. Donc ça, c'est très intéressant, contrairement à APB. Donc, vous aurez les réponses et il est évident que là, vous aurez un choix à faire puisque le jeune ne peut garder qu'un seul oui. Donc, s'il a 4 ou 5 réponses positives, il doit en éliminer 4 s'il en a 5 et ne garder qu'une réponse positive. En revanche, il peut garder toutes les attentes qu'il veut. S'il est en attente sur d'autres vœux, il peut garder évidemment tous les vœux qu'il décide. D'ailleurs, par défaut, les attentes restent. Hein. Les attentes ne sont pas éliminées. Donc, quand je disais tout à l'heure de faire une forme de dream list, c'est pour ça, parce qu'il aura 4 jours pour répondre. Et paradoxalement, on se rend compte que ça génère de l'angoisse, alors que ce devrait être bien. Quelqu'un qui a 5 réponses positives, il devrait être super content. Mais en général, ça génère de l'angoisse. Et souvent, ils reviennent vers les équipes éducatives en disant « qu'est-ce que je dois faire ?» N'hésitez pas aussi à appeler les établissements, n'hésitez pas à vous rendre sur place, on est là pour vous aider aussi. Donc, bien respecter les dates. À chaque fois, Parcoursup est très bien fait. Vous avez une date limite de réponse. Il faut respecter cette date. Dès que vous avez répondu, dès que vous avez éliminé, mettons, 2 ou 3 vœux, puisque vous en avez choisi un, de fait, les autres qui sont en attente vont remonter. Et c'est ce qu'on appelle au fil de l'eau. C'est-à-dire que c'est un système qui bouge en permanence. Donc, tous les matins, un jeune qui serait en attente, tous les matins, je l'invite à se connecter et voir un petit peu si son dossier a progressé. Ça ne sert à rien qu'il se connecte 3 fois dans la journée, ça ne bouge que la nuit, hein, je le rappelle. Hein, voilà, pour info. On peut continuer. Voilà, donc, hop, alors, la précédente, bon, c'était juste un rappel, 10 critères, hein, donc tenir compte de son profil. Je le dis souvent, alors ça aussi, ça va provoquer un peu les parents, tous ne sont pas faits pour tout faire. Aujourd'hui, on a un peu un enfant roi à qui on n'ose jamais dire non, mais tout le monde n'a pas le profil pour faire toutes les études. En revanche, je crois qu'aujourd'hui, avec le nombre de passerelles qu'il y a, et mes collègues, notamment de l'ICAM ou de l'ICT le savent, puisqu'on travaille ensemble, ou avec Purpan, vous pouvez avoir un élève qui fait un BTS et qui ensuite continue en école d'ingénieur ou en école de commerce, ou qui intègre l'ICT. À l'inverse, on a des élèves qui font un BTS à Saliège et qui ensuite finissent à l'IMERAC en bachelor ou en bac plus 4, etc. Les passerelles, il n'y a jamais eu autant de passerelles. Un jeune aujourd'hui qui travaille, qui a un projet, peut accéder à son projet, mais avec des chemins qui peuvent être différents. Et c'est là le profil. Donc, quand je dis tenir compte de son profil, c'est bien voir avec l'équipe quel est le type de profil, comment travaille le jeune. Et vous le savez, si vous êtes parent, que vous avez plusieurs jeunes, ils ne se ressemblent pas tous. C'est pour ça que je ne veux jamais qu'on compare les enfants, parce qu'on peut avoir un enfant qui va avoir tel type de profil, un profil prépa, un autre enfant qui va être un profil universitaire complètement autonome, et un autre qui aura besoin d'un BTS. C'est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en fait plusieurs, parce que généralement, ils ne se ressemblent pas. C'est ce qui fait le charme. Ensuite, la reconnaissance de l'école, ça je vous l'ai dit avec les logos, la qualité des diplômes, pareil, c'est les logos, les spécialisations proposées, par exemple l'ICT a 2 formations de droit. Une, c'est droit Sciences Po, l'autre, c'est droit. Mais là, il faut bien regarder, parce qu'évidemment, l'une est sélective, l'autre ne l'est pas. Donc il faut bien faire attention, bien regarder la fiche. Le coût des études, bien sûr, alors là, je rappelle, c'est pas parce que c'est cher que c'est bien, hein, voilà, je rappelle, et que nous, l'enseignement catholique, nous sommes toujours en train d'essayer d'avoir un coût d'études, y compris nos écoles d'ingénieurs, qui sont un petit peu plus chères, évidemment, qui ne sont pas sous contrat, mais on est toujours sur un coût d'études maîtrisé. Et ça, mon collègue tout à l'heure de l'ICAM pourra le confirmer. Le niveau d'entrée, alors là aussi, la sélection, quand je dis la sélection, c'est que j'invite quand même tous les jeunes de bac général à faire au moins un vœu non sélectif. On ne sait jamais. Un vœu non sélectif est une sécurité. Donc voilà, la sélection et le niveau d'entrée. Alors on a des écoles qui sont très très drôles, qui sont des écoles en général hors contrat, qui font des tests d'entrée. Et quand vous regardez leur capacité d'accueil, eh bien ils sont à 80-90%, ce qui veut dire que quasiment tout le monde rentre. Mais ils font un concours pour faire croire qu'ils sont sérieux. Donc voilà, attention un petit peu à ce type de piège. Regardez bien les écoles, allez bien voir. Les débouchés, bien sûr, et la vie active, la dimension internationale, en fonction évidemment du type d'études. Je pense qu'on a la chance à Toulouse d'avoir des écoles d'ingénieurs qui proposent des dimensions internationales, que ce soit l'ICAM ou Purpan. Hein. Et ça, c'est quand même
c'est vraiment une chance. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 enfants qui ont fait Erasmus. C'est quand même quelque chose vraiment de très bien pour les jeunes. Et puis, bien sûr, l'environnement de l'école et la vie associative. Enfin, quand on fait 4, 5 ans d'études, je ne pense pas qu'on puisse venir quelque part en n'étant pas heureux. Donc, il faut vraiment être heureux, il faut vraiment choisir l'école et pouvoir se déplacer, demander des rendez-vous. Hein. Je crois que l'ICAM fait des rendez-vous personnels. Voilà, il ne faut pas hésiter à contacter l'établissement. Voilà. Donc, j'en ai fini, moi, Monsieur Ferreira. Merci, monsieur. Voilà. C'était très clair, très intéressant. On va voir les développements avec vos collègues au sein de chacun des établissements principaux de post-bac de l'enseignement catholique pour notre académie. Avant de poursuivre, je voulais faire un point sur le chat et les questions qui ont éventuellement été posées. Alors, on m'a demandé une explication sur ce que c'était précisément que les BDI. Donc, Dominique a commencé à l'expliciter. Je vais aller un peu plus loin. En fait, les BDI orientation sont une particularité de nos établissements de collège et de lycée de l'enseignement catholique. Donc, ils sont conduits par une équipe de parents bénévoles formés par le service ICF et ils reçoivent donc les enfants en complément des actions menées par l'équipe éducative pour les guider sur le cheminement vers le choix de leur orientation. L'intérêt de ces bureaux de documentation et d'information à l'orientation, c'est que ces parents ne sont pas ce sont des parents qui ne sont pas les parents des enfants qu'ils reçoivent, et ce sont surtout des adultes qui n'ont pas les notes des élèves qu'ils accompagnent. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un regard complètement bienveillant, et c'est un espace de liberté qui est offert à ces jeunes pour parler vraiment de leurs choix et de leurs envies pour leurs éventuelles orientations, sans avoir de regard, sans avoir le regard de leurs parents, et sans avoir non plus le regard de l'équipe enseignante avec les notes en tête, par exemple. Donc c'est vraiment un espace de liberté où ils peuvent exprimer leurs souhaits, et où ces parents bénévoles, qui ne sont pas des conseillers d'orientation, hein, je le rappelle, mais vont pouvoir les accompagner, les guider par le biais, ça peut être de tests, ça peut être faire pour eux, les accompagner dans les recherches sur certaines branches, certains qui ne savent pas encore exactement se positionner, ou qui ont fait plusieurs choix dans leur tête de carrière assez différentes et de secteurs assez différents. On les aide à y voir un peu plus clair. Voilà. Mais c'est juste un accompagnement de ces jeunes pour les aider. Et après, évidemment, ils reviennent dans leur famille et on les incite justement à s'ouvrir à leurs parents sur ce qu'ils ont découvert au sein de ces bureaux de documentation et d'information. Ce sont des endroits qui sont souvent situés donc dans les CDI, et dans lequel il y a souvent présent le kiosque ONICEP, des ordinateurs maintenant de plus en plus, puisque on va de plus en plus vers des brochures numérisées. Et ces bureaux de documentation et d'information sont menés par des parents bénévoles qui s'engagent donc pour une année à avoir une régularité de présence, il faut pour être animateur BDIO avoir un peu de temps disponible, et surtout être régulièrement disponible. Ce sont souvent des parents qui travaillent en binôme, hein, parce que c'est préférable, face aux jeunes et à l'intérieur donc des établissements scolaires. C'est vraiment quelque chose qui est passionnant. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Véronique. Oui, il y a une deuxième question sur les choix d'EDS, et une maman, visiblement, puisque c'est Anne, demande si les BDI peuvent renseigner là-dessus, sur les choix d'EDS. Alors, oui, il peut y avoir, on peut aider les enfants à les expliciter sur ces choix qu'ils vont faire là, en cours de seconde, mais il n'y a pas de, enfin, il faut, dans un premier temps,
dans les classes de seconde, il y a un volet horaire avec les professeurs principaux qui doivent guider ce choix. Et ensuite, si l'enfant a un choix de carrière déjà prédéterminé, normalement, ce choix de DS, c'est fait en fonction des appétences du jeune pour certaines matières. Voilà. Mais Oui. on peut les parents des BDIO peuvent les guider, effectivement. C'est tout à fait dans leur champ d'activité. Voilà. Oui, je pense, Monsieur Feuillera, si vous me permettez, Oui. je pense qu'on n'a pas encore bien compris la réforme du lycée et on choisit des EDS parce qu'on se projette sur des études supérieures, alors que nous, enseignement supérieur, alors à part peut-être je dirais quelques formations très scientifiques où là on a besoin d'un type de DS. Pour le reste, effectivement, le DS ne peut absolument pas être un barrage. Et donc, l'idéal serait que le jeune, effectivement, prenne du plaisir dans le Voilà. DS et réussisse dans le DS. Et malheureusement, on voit souvent dans les lycées des EDS, je vais dire un peu forcés, Mm. parce qu'on retranscrit la terminale S ou la terminale ES. Bon, voilà, je pense qu'il faudra un certain temps pour que les EDS rentrent dans la culture différente. Parce que l'EDS est une très, très bonne chose. Mais je crois que ce n'est pas encore très bien. Et c'est un peu aussi la faute à l'enseignement supérieur parce qu'on ne s'est pas encore bien positionné sur les attendus. Voilà. Il faut... Voilà. Les parents restent un peu inquiets sur laisser le libre choix à leurs enfants de choisir ces EDS et de risquer de ne pas être en adéquation avec les attentes des établissements du post-bac. Tout à Mais, fait. mais les choses évoluent tout doucement dans le bon sens, on va dire. Voilà. Je pense que M. Copin s'impatiente. Oui, Euh, allez, on va lui passer la parole. Je vous on va laisse. donner la parole à Alain. Donc, Alain, si tu pouvais nous dire qu'est-ce que tu attends, toi, pour un élève de prépa? Il faut mettre le micro, Alain, parce que sans le micro, ça sera difficile. Merci. Juste un petit peu avant, préciser, l'établissement Saliège est un établissement qui vit grâce aux lycées fondateurs qui, il y a 30 ans, ont eu cette idée lumineuse de créer une plateforme d'enseignement supérieur, genre de campus à la française pour un lycée post-bac qui comptait à peu près, enfin qui réalise des effectifs à hauteur de 770 étudiants avec 400 étudiants de classe prépa, 350 BTS et une classe particulière de hors contrat pour la prépa ciné, donc préparation au concours des écoles de cinéma. Je me permettais de le préciser parce que effectivement, c'est un établissement très, très particulier où il y a plusieurs cultures. Et la deuxième chose, c'est que nous disposons d'une grande capacité d'hébergement puisque nous avons 300 couchages pour donc les classes préparatoires et 50 studios pour les BTS et DNMAD. J'ai oublié DNMAD aussi dans la présentation. Donc voilà, ce qui est important, c'est ça, c'est que nous avons la chance d'avoir une belle offre, le disait Joël tout à l'heure, et Dominique, c'est que nous avions effectivement une très bonne offre. Alors, concrètement, nous déclinons les BTS suivants: BTS Bio-Analyse et Contrôle, Management commercial et opérationnel, Négociation et digitalisation de la relation client, donc NDRC, Profession immobilière. Et puis aussi, nous avons historiquement le fameux BTS assistant technique d'ingénieur à l'ICAM qui est sous la responsabilité académique de moi-même, de Saliège. Ensuite, nous avons les DNMAD avec la mention espace. Alors, DNMAD, ça veut dire quoi? C'est Diplôme national des métiers d'art et du design et qui succède essentiellement à la mise à niveau d'art appliqué des BTS design et espace qui existaient auparavant. Voilà. Et donc, j'en viens effectivement à la présentation des classes préparatoires. Quel est le profil pour un élève qui veut faire soit une classe préparatoire filière commerciale ou filière école d'ingénieur? Eh bien, il y a 4 paires. Je mets dans la peau du terminal, il a une moyenne en entrée de gamme entre 13 et 14 et il a aussi le deuxième critère, c'est du potentiel, c'est la réserve, de l'ambition. Vous avez des élèves en terminale qui sont en vitesse de croisière, mais qui parfois s'ennuient, parfois ont envie d'aller plus loin, et donc il y a une volonté d'explorer et de défricher le potentiel qu'on n'a pas voulu ou pas eu l'occasion d'exploiter. Le troisième point, c'est évidemment le goût de l'effort, l'exigence,
aimer le travail, particulièrement ensemble, c'est-à-dire on travaille ni seul ni triste dans une classe prépa, on travaille avec une certaine bonne humeur et avec de la rigueur en même temps. Et ça, c'est une idée qu'il faut bien intégrer dans la mesure où l'imagerie populaire voudrait que les classes prépa, ce soit strangulatoire, déprimant et angoissant. Et donc, on est à l'opposé de ce genre de choses, puisque l'accompagnement humain, les valeurs humanistes aussi que nous avons, et les valeurs spirituelles que nous véhiculons, évidemment, veulent casser cette espèce de culture de l'ego et la culture d'un certain parcours individuel qui est totalement rejeté chez nous. Les plus grands aident, enfin les plus expérimentés ou les plus potentiellement au point vont aider ceux qui ont un peu plus de mal, et cela, ça se fait tout à fait normalement. Et la dernier critère, c'est que les parents, les professeurs, les élèves disent à l'élève, bon écoute, tu es capable, tu manques de confiance en toi, mais tu es tout à fait capable, voilà. Et enfin, cette aventure humaine collective qui peut permettre aussi à l'élève de choisir entre des classes intégrées. Il y a un représentant d'ICAM, là, Martin, qui est ici, c'est un autre projet, c'est tout à fait un autre parcours qui est extrêmement intéressant également, mais c'est pas le même choix. La différence entre les classes préparatoires généralistes telles qu'on les fait dans les lycées toulousains publics et privés, qui sont affichés comme tels, sont des classes qui permettent l'accès à l'ensemble des concours, c'est-à-dire les concours les plus accessibles, ceux de milieu de gamme et ceux qui sont les plus prestigieux, et autant dans les préparations des écoles d'ingénieurs que les écoles de commerce. Voilà. Le deuxième point, c'est dire également que le critère de sélection des dossiers, ça a été dit, donc je vais aller rapidement là-dessus. C'est évidemment les bulletins de première et terminale. On regarde beaucoup les appréciations des professeurs. On attache beaucoup d'importance à la lettre de motivation. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue, mais il faut qu'elle soit quand même... il faut que la personne parle d'elle-même. On n'a pas besoin, comme disait Joël tout à l'heure, de parler de ses notes, etc. Or, on a déjà ce qu'il faut pour ça. En revanche, s'il a des passions, si il a dans le fond de son âme quelque chose qu'il a envie d'exprimer, si par exemple il a passé trois années dans de scolarité à l'étranger, c'est toujours intéressant de savoir. Alors, la lettre de parcours motivé, Alain, elle a 1500 caractères, donc de toute façon, il ne pourra pas faire plus. Oui, en plus, oui, mais tu as raison de le préciser. On les lit, mais il ne faut pas faire trop long. Hein. Celui qui veut faire un journal intime, c'est pas la peine, c'est pas le genre d'exercice. L'avis du chef d'établissement, c'est évident aussi dans la mesure où il doit être en adéquation. Moi, j'ai dû intervenir cette année parce qu'il y avait un avis très favorable du chef d'établissement et la commission de sélection n'avait pas retenu. Et je trouvais ça un petit peu, un peu particulier, donc j'ai fait réintégrer. Bon, l'erreur est humaine, hein, mais c'est vrai qu'il y a un devoir de cohérence et aussi de suivi de ces dossiers. Voilà, juste un chiffre, nous on prend pour les dossiers ici à Saliège un dossier sur 3 ou 4, donc c'est une sélection qui est tout à fait accessible. Dans le public, c'est un dossier sur 8 à 10. Hein. Voilà, c'est pas du tout la même chose, évidemment. Je passe à une caractéristique qui s'appelle l'internat. Comment on fait pour faire en sorte que les classes préparatoires, ça réussit? Eh bien, 80% des étudiants choisissent la formule de l'internat dans la mesure où elle cumule un certain nombre d'avantages tels que gagner du temps sur les heures de repas, sur les heures de transport, sur les tentations qu'on peut avoir à la maison, le travail en groupe avec lequel effectivement on arrive à intégrer un certain nombre d'éléments, et puis on gagne aussi une heure de sommeil, etc. Et puis l'apprentissage du vivre ensemble, et on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, on est là pour travailler et réussir ensemble. Et moi qui connais pratiquement tous mes étudiants, je peux vous dire que ils sont très heureux et il n'y a personne qui est resté en marge. Alors, c'est un internat, chambre individuelle, chambre double. Je ne fais pas trop long, simplement dire qu'il faut venir visiter, puisque pendant les vacances, on a l'occasion, voilà, peut-être aussi que nous pourrons faire le jour de la libération nationale, entre guillemets, faire des journées portes ouvertes, ou une journée portes ouvertes de visite physique et matérielle. Je vais presque finir pour dire que concernant les horaires, justement, pourquoi l'internat est intéressant, c'est que l'horaire de la semaine va du lundi au samedi midi pour les premières années.
Et la journée se déroule normalement de 8h à 17h. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle des calls. Les calls sont des entretiens. Vincent Grégoire, qui est là, est calleur chez moi. Et donc, je peux vous dire que ce sont des entretiens. L'élève prépare 20 minutes un sujet. Ensuite, il le présente devant le professeur. On ressaisit le cours et on donne des conseils de méthode. Et c'est vrai que pour les élèves, c'est épatant. Il y en a 2 par semaine en général. Et ensuite, ça c'est de 17 à 20h. Et à 20h, ils dînent tous ensemble. Et ensuite, de 20h à 23h, enfin 20h30, 23h, ils reviennent en études surveillées pendant les 2 premiers mois pour apprendre les méthodes, le travail, l'efficacité dans le travail. Et puis ensuite, 2 mois après, on les laisse divaguer, entre guillemets, c'est pas le terme, en tout cas s'installer dans l'établissement externat, et ils vont de salle en salle, ils s'installent dans les box et l'équipe d'externat intervient, les notes, etc. Donc si vous voulez, ça permet qu'à 23h, ben, les élèves se couchent et puis puissent effectivement préserver leur capital sommeil et faire en sorte que le lendemain matin, ils soient en forme pour la suite. Donc c'est assez rigoureux. En même temps, c'est très bien vécu. Je n'ai pas un élève qui fréquente l'infirmerie pour dépression. Ils viennent davantage parce qu'ils se sont cassés la figure au rugby ou voilà, ou au sport, sport extérieur en tout cas en ce moment. Voilà. Et donc, si vous voulez, il y a des sas de respiration comme salle de musique, salle de sport. On a un très très grand plateau sportif à Salé. J'en ai beaucoup de chance. Voilà. Donc, conclusion pour le profil prépa, je dirais aussi aux demoiselles qu'il faut arrêter de s'auto-censurer. Joël l'a dit tout à l'heure, savoir que bon, certains élèves certains garçons ont une conscience très aiguisée de leur présupposées valeurs. Les filles, parfois, le curseur est un peu bas. Donc voilà, leur dire aussi que pour les filières scientifiques, on a besoin de filles et que c'est un petit bonus. Les critères, c'est voilà, c'est ceux qui ont été évoqués, c'est le savoir-être aussi, c'est la volonté de former, de faire grandir un élève qui va en 2 ans se transformer pour intégrer les classes prépa. Dernier point, il faut savoir aussi que tous les préparationnaires ont tous un concours. Il n'y en a pas un qui n'a pas un concours. Celui qui n'a pas de concours, celui qui ne se présente pas. Hier, j'ai eu un élève de classe prépa qui est venu me dire, monsieur, je vais passer mon concours des écoles commerce, mais je veux devenir prof de philo. Bon, ben voilà, alors on a discuté ensemble, je n'ai pas découragé, mais comme quoi finalement les voies du Seigneur sont impénétrables et parfois ça touche des élèves de prépa. Excusez-moi, j'étais un peu long. En tout cas, bonne ambiance de travail, c'est des challenges faciles à avoir. Au niveau des langues aussi, on dispose de toutes les langues possibles. J'ouvre parfois pour 2 élèves une langue rare. Voilà, Joël, mais tu me connais. Merci. Oui, j'avais prévenu que tu serais bavard. Moi, il y avait une question. En même temps, je voyais une question qui était posée par une maman qui était inquiète concernant le choix de DS. Alors, madame, justement, je crois que Alain l'a dit aussi, la lettre de parcours motivé va servir, si vous estimez, ou si le jeune estime que les EDS qu'il a choisis ne sont pas en totale adéquation avec la formation, il va l'expliquer sur la lettre de parcours motivé, il va expliquer le pourquoi il change, entre guillemets, d'orientation. Mais si c'est un jeune qui a fait des EDS avec plaisir, un jeune qui est heureux est un jeune qui réussit. Donc il ne faut absolument pas s'inquiéter pour ça. Voilà. Après, la parole juste pour les EDS, en disant qu'effectivement, il y a une cohérence à avoir. Si vous voulez faire scientifique, vous avez pris maths, physique, bon ben voilà, c'est bien. Et HEC, vous avez pris il faut prendre maths, ça aussi il faut le préciser, puisqu'il y a une nouvelle réforme de CG, et puis prendre soit histoire, soit éco, voilà. Ce que je voulais ajouter. Merci Alain. Je vais donner la parole à Martin. Excusez-moi, est-ce qu'il serait possible que la personne qui partage son écran enlève le partage, parce que ça donne des images extrêmement pixelisées. Je ne sais pas comment vous voyez l'écran, mais on n'est que quelques-uns sur l'écran, et vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parfait. Merci beaucoup. Donc on va donner la parole à Martin qui va nous parler de comment il recrute le profil pour l'ICAM.
Merci beaucoup. Alors, donc, moi, je suis Martin Rallier-Dubati, je suis le directeur des études de la formation intégrée. Donc, effectivement, l'ICAM, c'est l'Institut catholique des arts et métiers. C'est une école d'ingénieurs généralistes dans lequel on va étudier beaucoup de domaines techniques et scientifiques. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais pour que vous ayez quand même une idée des quelques domaines qu'on aborde, il y a du génie mécanique, il y a du génie élect, il y a des matériaux, de l'informatique, thermothermique. Il n'y a pas seulement que des domaines techniques, il y a également des sciences humaines, donc de l'éthique. On insiste beaucoup sur la notion éthique qui nous semble être important et pour nous, ça fait partie des spécificités de l'ICAM, c'est de former aussi les ingénieurs à des problématiques éthiques. Il va y avoir de la socio, du droit, de la compta, voilà. Globalement, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près un gros 2 tiers pour les matières techniques et un petit 1 tiers pour les matières sciences humaines. Voilà. Alors après, c'est difficile de dire on recrute qu'un seul profil en école d'ingénieur, ça dépend aussi des parcours dans lesquels le jeune souhaite postuler. À l'ICAM, on a 3 parcours. On a un parcours qu'on appelle le parcours intégré qui va se faire en 2 ans de prépa et 3 ans d'école, qui est une prépa sur des programmes PTSI, donc physique, techno, sciences de l'ingénieur. Et donc 3 ans d'école. Alors là, ça correspond vraiment à des profils scientifiques. C'est des jeunes qui vont aimer l'abstraction, qui vont aimer la conceptualisation, qui vont partir plutôt de la théorie pour aller vers la pratique. Donc c'est vraiment la spécificité. On part de la prépa et puis on est de plus en plus vers professionnalisant en 4e et 5e année d'école. On a un deuxième parcours qui est un parcours apprentissage qui va se faire en 2 ans de BTS et 3 ans d'alternance. Le BTS est donc fait en partenariat avec le lycée Saliège. La classe prépa est fait en partenariat avec le lycée Saint-Joseph, je précise. Le parcours apprentissage, ça va correspondre davantage à des profils peut-être plus techniques, plus techno, qui aiment le concret, qui aiment la réalisation. On va partir cette fois-ci plutôt de l'expérience pour aller vers la théorie. Et puis on a un 3e parcours qui s'appelle le parcours ouvert, qui est un parcours en 6 ans, qui va être basé donc davantage sur des pédagogies qu'on appelle PBL, donc Problem Based Learning, où on va partir en fait d'un problème pour aider le jeune à aller vers de la conceptualisation. Donc on va partir de l'expérimentation pour aller vers la conceptualisation. Je prends un exemple basique. Aujourd'hui, on fait travailler nos premières années sur des drones. Le drone est en panne et on leur demande d'essayer de comprendre d'où vient la panne. Donc ils vont s'intéresser au moteur, ils vont comprendre que le moteur ne fonctionne pas, ils vont essayer de comprendre pourquoi le moteur ne fonctionne pas. Et petit à petit, ils vont acquérir des connaissances sur le fonctionnement d'un moteur. Voilà. C'est vraiment la base du PBL. C'est un parcours qui va être voilà, davantage sur l'expérimentation pour aller vers de la conceptualisation, vers l'international, qui demande aussi un petit peu plus d'autonomie, parce que le jeune va être davantage sur du travail en projet, travail en groupe. Ça peut être aussi adapté à des étudiants qui ont des parcours un peu plus atypiques. Et quoi qu'il en soit, le parcours ouvert, au bout de la 4e année, va déboucher ou bien revenir sur un parcours intégré, ou bien sur un parcours apprentissage. Donc on dit souvent qu'on a 3 parcours et 2 formations à l'ICAM. Donc vous voyez, en fonction des différents parcours, les profils ne sont pas tout à fait les mêmes. Ce sont toujours des jeunes qui ont une appétence pour le scientifique et la technique, mais en fonction du parcours, on aura des profils de jeunes un peu différents. C'est vraiment, je pense que les étudiants s'intéressent au parcours que proposent les écoles. C'est le cas pour l'ICAM, c'est le cas aussi pour Purpan et pour n'importe quelle autre école. Il y a souvent des parcours assez divers et c'est important que le jeune se plonge dans la façon dont le parcours est construit pour se dire j'ai plus d'appétence pour aller vers de l'apprentissage, plus d'appétence pour aller vers une classe prépa. Voilà, donc c'est un peu différent. Dans une des spécificités de l'ICAM, Alain Copin expliquait effectivement la spécificité d'une prépa externe. Sur les prépas intégrées, effectivement, le jeune, quand il intègre une prépa intégrée, il est déjà dans une école. Et à ce sujet, je précise que nous, on a à peu près des promos autour d'une centaine de personnes pour les prépas en cycle école. Alors la réalité, c'est que on a toujours quelques jeunes qui soit n'ont pas le niveau, soit décrochent. C'est pas la majorité, c'est un petit nombre. Mais par contre, le jeune, une fois qu'il a intégré la prépa, pour le parcours intégré, il est déjà dans l'école, donc il ne passe pas de concours. Ce qui fait aussi que ça leur permet de travailler ensemble sur... voilà, il y a beaucoup d'entraide dans ces prépas-là, mais je rejoins tout à fait ce que disait Alain, il y a aussi beaucoup d'entraide dans les prépas externes. Il ne faut pas non plus alimenter le mythe de la prépa où les jeunes se tirent dans les pattes, c'est pas vrai du tout.
Et dans la prépa intégrée, comme il n'y a pas de concours, le jeune va être davantage face à ses propres limites et à essayer de progresser face à lui-même et se concentrer vraiment sur cette progression individuelle en travaillant tous ensemble. Voilà, donc c'est une des spécificités aussi de l'ICAM d'avoir une prépa intégrée pour pouvoir être directement dans l'ICAM. On le disait aussi au début, et je pense que toutes les écoles le font, chacun à sa manière, mais on propose aussi pour les étudiants à l'ICAM d'avoir des rendez-vous individualisés. Aujourd'hui, on est extrêmement contraint avec les mesures sanitaires, on ne peut pas faire de journée porte ouverte. Ce qu'on propose, c'est de pouvoir effectivement prendre rendez-vous en visio ou en présentiel, suivant les possibilités aussi de chacun. Je vais vous mettre dans le chat l'adresse mail de la personne à contacter si vous êtes intéressé pour avoir un peu plus d'informations et pouvoir nous contacter. On sera toujours ravis de pouvoir vous accueillir et de pouvoir vous renseigner. Sur les critères de recrutement, évidemment, que ce soit sur une prépa comme sur un BTS, on va quand même regarder le niveau de maths et le niveau de physique, niveau de sciences de l'ingénieur aussi. Mais ça ne va pas être la seule chose qu'on va regarder. On va s'intéresser aussi beaucoup à la personnalité de l'étudiant et je rejoins tout ce qui a été dit précédemment. On a un dicton, nous, sur le recrutement, c'est choisir et être choisi. Donc, on se permet de choisir nos étudiants, mais on accepte aussi volontiers que les étudiants nous choisissent. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on prend le temps de voir les jeunes en entretien. Effectivement, on souhaite, nous, écoles et les écoles de l'enseignement catholique, effectivement, prennent le temps de recevoir les étudiants en entretien. C'est extrêmement important pour nous de percevoir aussi la personnalité de l'étudiant et de pouvoir valider aussi avec lui que le choix de l'ICAM est un bon choix et que ça se confirme. Voilà, il souhaite intégrer l'ICAM, ça nous paraît cohérent. Ou alors, à l'inverse, il souhaite intégrer une autre école. Effectivement, il y a plein d'autres bonnes écoles aussi, mais il y a ce souhait d'être pas que sur des niveaux académiques de maths et de physique, même si c'est important, mais aussi sur la personnalité de l'étudiant. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser la parole et je vous mets dans le chat le contact de la personne que vous pouvez contacter si vous voulez avoir un entretien personnel. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques. Oui, alors il y a une question qui revient récurrente un petit peu sur les enseignements de spécialité toujours, où les parents s'inquiètent de savoir quels sont les bons choix à faire en fonction de comment savoir quel est le bon choix à faire pour entrer dans tel établissement. Est-ce que quelque part, de façon magique, l'établissement dit que pour telle prépa, il faut avoir pris tel spé? Voilà ce qui inquiète les parents. Alors, je peux répondre 2 points. C'est d'abord, les enseignements de spécialité ne doivent pas porter préjudice aux élèves dans leur choix futur. Ça, c'est le fond. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'il y a une cohérence entre le projet post-bac et effectivement le choix qu'on fait en seconde, éventuellement après en première pour la terminale. Mais j'ai rencontré moi des élèves qui étaient un peu bloqués parce qu'ils n'avaient pas choisi maths par exemple pour faire une classe ECG, enseignement commercial économique, et c'est vrai que ça va le barrer parce que s'il ne prend même pas maths complémentaires, ça va être vraiment un problème. Alors il peut très bien se régaler en histoire et en économie ou dans d'autres spécialités, mais c'est vrai que ça va être un petit souci. Hormis cela, le reste, il ne faut pas que ça soit un facteur d'anxiété. Voilà, par exemple, pour rejoindre ce que dit Martin, si vous n'avez pas fait l'option SI, sciences ingénieurs, sciences industrielles, parce que vous voulez soit aller à l'ICAM, soit aller en PCSI, ou etc., ce n'est pas dramatique. Si vous n'avez pas fait l'option informatique, c'est pas dramatique non plus. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Martin. Voilà. Oui, et même avant que Martin ne réponde, excusez-moi Martin, mais avant que Martin ne réponde, il faut savoir que par exemple une école comme l'ICAM, depuis déjà avant la réforme du bac, l'ICAM avait prévu un parcours pour les moins scientifiques entre guillemets. Donc il y a quand même une volonté, je pense, de toutes les écoles catholiques d'accueillir. Et alors là, j'adhère complètement à ce qu'a dit Martin sur choisir et être choisi. Hein, c'est vraiment ça. Je pense que enseignement catholique, lorsqu'on prend un étudiant, c'est qu'on veut qu'il sorte de chez nous avec un diplôme. Et on a parfois des profils qui surprendraient les parents. Alors tous les parents qui sont stressés seraient énormément surpris par certains profils que l'on choisit. Alors Martin, voilà, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Je vous en prie. Non, alors effectivement, nous, typiquement, le parcours a été construit au début pour pouvoir accueillir et des bacs L, option maths.
c'était tel qu'il avait été conçu. Alors la réalité, elle est un petit peu différente. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui prenait, parce que ça n'existe plus, mais un bac L, il n'a pas forcément envie de faire une école d'ingénieur derrière. Mais malgré tout, on a quand même cette volonté d'accueillir et de pouvoir accueillir des profils un petit peu différents. Après, je ne vais pas vous le cacher, c'est sûr que sur une classe, et notamment sur le parcours intégré, il est évident que maths et physique, c'est quand même deux matières qui sont essentielles pour pouvoir réussir, et on concevrait mal de pouvoir recruter un jeune qui n'a pas fait de maths ou pas de physique. Ça va être très compliqué pour lui, le gap va être trop important et il risque de partir dans le mur, en tout cas sur une classe prépa. Donc là aussi, il faut regarder les parcours que proposent les écoles. Et puis, pour préciser aussi, pour savoir ce qu'attendent les écoles, de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais il semble sur Parcoursup, chaque école dispose ou prépa dispose d'une fiche et les enseignements de spécialité sont renseignés sur ces fiches. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. C'est clairement indiqué pour les écoles, les enseignements de spécialité qui sont conseillés. Voilà. Oui. Alors nous, en BTS, nous n'avons pas ça, mais nous avons sur le site de l'IMERAC un tableau de correspondance. Donc les parents peuvent venir voir notre tableau de correspondance. On va donner la parole, parce que je vois le temps passer, à Vincent Grégoire Delory, qui représente l'Institut catholique. Bonjour, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien ? Oui, ça va. Ça va. Bon, parce que je sais que j'ai quelquefois quelques problèmes de connexion sur ma colline ici. Bien, moi, je m'appelle Vincent Grégoire Delory. Je suis maître de conférence et doyen de la faculté libre des lettres et sciences humaines de l'Université catholique de Toulouse. Alors, peut-être en quelques mots présenter cette vieille dame qu'est l'Université catholique, puisque nous avons la chance à Toulouse quand même d'être parmi les plus anciennes universités mondiales, excusez-nous de notre petite prétention, puisque l'Université catholique, l'Université de Toulouse a été fondée quand même sous Saint-Louis, ce qui ne nous rajeunit pas. Et nous sommes toujours là. C'est-à-dire que toutes les universités françaises sont des universités d'État, sauf 5 qui, par exception, qui ont été réérigées sous la très laïque Troisième République, 5 universités, Angers, Paris, Lille, Lyon et enfin Toulouse. Ici, nous sommes la plus petite, mais nous sommes une université. Quand on nous demande si nous sommes reconnus par l'État, non, nous sommes une université d'État. Nous sommes sous jury rectoral. Nous avons même certaines conventions avec des universités d'État, c'est-à-dire que nos diplômes sont des diplômes d'État. Ça, c'est une chose que qu'il est important peut-être de souligner, à savoir que les études académiques universitaires, peuvent commencer à l'université catholique, se poursuivre partout ailleurs. Nous sommes dans le système licence, master, doctorat du processus de Bologne. Bologne, d'ailleurs, une des rares universités à avoir été fondée avant nous. Nous en sommes d'ailleurs très jaloux. Bien, donc après cette brève introduction, je dirais que le maître mot peut-être de ce que nous essayons d'être, vous disiez à l'instant, choisir et être choisi. Et moi je dirais, d'une certaine façon, je reprends cette phrase que j'aime bien de Pierre Termier, la joie de connaître, c'est-à-dire discerner, comprendre et servir dans le monde de ce jour. C'est ce qui me semble vraiment important, c'est dans cette joie de la connaissance à la fois théorique et pratique. Nous allons y revenir dans un instant. Étant moi-même un pur produit de l'université, j'ai passé ma vie à être étudiant d'une certaine façon. Vous savez, les universitaires, on n'arrête jamais nos études, c'est comme ça, c'est plus fort que nous. Et je dirais que ça me permet de voir une différence qu'il y avait quand je me rappelle pendant ma première thèse, on est au siècle dernier, et ce que sont devenus maintenant les appétences et les désirs des étudiants, ce qu'il s'est passé depuis, en 30 ans, les choses ont beaucoup changé, vraiment beaucoup changé. Nous étions très spécialisés, on partait sur des rails. Pour passer d'une licence vers une autre, il fallait aller pleurer devant un recteur d'académie ou que sais-je encore. C'était très compliqué, vous vous souvenez, nous étions sur des rails beaucoup plus stricts d'une certaine façon, alors que désormais, on voit des études qui s'assouplissent et puis on voit surtout les demandes de nos étudiants qui demandent justement de ne pas être sur des rails. Ils ne sont pas sur des rails comme nous étions pour chercher un travail qui était tout fait. Ils construisent leurs rails pour développer un travail qui n'existe toujours pas. Ça, je crois que c'est très important. Nous attendions, nous, un métier et eux, ils construisent leur métier. C'est pour ça qu'il faut discerner, comprendre pour servir. Et donc, finalement, cette recherche de sens, cette recherche justement de ce que vont devenir les métiers de demain, l'université propose justement un accompagnement justement pour construire justement ce cheminement qui peut être à la fois académique,
c'est-à-dire des formations de type purement universitaire, de façon traditionnelle, où on peut faire d'une licence, un master et un doctorat en philosophie, sur de telle ou telle discipline, sur tel ou tel concept, donc très, très académique, théorique. On peut dire aussi, évidemment, de plus en plus de nos jours, y compris dans nos universités, eh bien, des formations plus pratiques, plus professionnalisantes, et je vais y revenir dans un instant. Nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des États, nous sommes soumis à des jurys rectoraux qui permettent donc d'avoir nos diplômes donnés par l'État. Et nous avons deux types de formations rapidement. Je veux dire, il y a deux axes profonds à l'Université catholique. Des formations qui, elles, ne sont pas d'État, qui sont dites canoniques, hein, qui dépendent évidemment de Rome, qui dépendent des qualités octroyées par Rome, qui sont la théologie, le droit canonique et une partie de la philosophie. Ça, je ne vous en parlerai peut-être pas nécessairement. Je pense que vous serez plus intéressé par les formations d'État, hein, que sont le droit, hein, en convention, la faculté de droit en convention avec l'université UT1 Capitole, les lettres et la philosophie. Alors, avant de rentrer pour la question du profil des étudiants, qui c'est toujours très intéressant cela, je dirais qu'il y a une révolution qui s'opère sous nos yeux. Je vous disais, là, ces 30 ans d'université, ces 30 ans, on voit les choses qui évoluent énormément. Cette révolution qui s'opère sous nos yeux dans les universités, c'est le passage en bloc de compétences. Alors ça, c'est extrêmement important pour le discernement, pour vos enfants, pour justement l'accueil dans les universités. Les universités, désormais, ne sont plus des licences comme nous les avons connues jadis, avec des espèces de blocs entiers, où on faisait du droit, on faisait des lettres, ou des mathématiques pures. Ça existe toujours, bien évidemment, mais de plus en plus, nous mettons nous avons le soin de mettre en avant les compétences acquises par les étudiants, mais compétences professionnalisantes. Je fais une licence d'histoire, c'est très bien, mais quelles compétences je vais acquérir concrètes qui seront utiles sur le marché du travail? C'est encore mieux. Car en effet, quelqu'un qui étudie l'histoire ne sera pas nécessairement professeur d'histoire. Il ne sera pas nécessairement il va pas nécessairement faire une thèse pour rentrer maître de conférence à l'université. En revanche, il peut y avoir des compétences liées à l'acquisition de notions historiques, à l'acquisition tout simplement de compétences au sein de la faculté d'histoire, et ces compétences sont désormais mises en avant au sein de blocs. Les licences, si vous voulez, ça ressemble un petit peu à un jeu de Lego, où on place les uns à côté des autres, les uns sur les autres, des Legos qui forment des licences, ces licences qui elles-mêmes sont construites à partir finalement d'une part, du désir de l'étudiant, et je vais y revenir, et d'autre part, sur cette double vocation à la fois académique et professionnalisante. C'est-à-dire que chaque bloc ayant une cohésion interne. Chaque bloc, c'est un ensemble de disciplines qui vont pouvoir interagir les unes avec les autres. Or, cette interaction, là, j'y tiens beaucoup, car il s'agit de plus en plus pour nos universités de mettre en avant la transdisciplinarité. Construire des ponts. Ben finalement, tous nos étudiants en lettres sont des ingénieurs ponts et chaussées. Ils construisent des ponts, mais des ponts intellectuels, des ponts dans les connaissances, des ponts qui permettent d'articuler la pensée, qui permettent d'articuler les savoirs et qui permettent aussi de les articuler à leurs pratiques et à leurs compétences. Ainsi donc, cette introduction pour dire que finalement le profil de nos étudiants, mais c'est très compliqué de répondre à la question du profil, puisque je dirais que de manière générale, les étudiants qui viennent et qui réussissent chez nous sont des étudiants passionnés. Alors vous me direz, passionné, ça veut tout dire et rien dire, mais ça dépend, parce que déjà, ces étudiants passionnés, bien leur dire que préfèrent des études dans une faculté comme la nôtre, des universités comme la nôtre, plutôt droit, lettres, eh bien, ce n'est pas la même chose que ce que nous avons connu nous-mêmes, c'est qu'il y a en effet un certain nombre de possibilités de poursuite d'études beaucoup plus variées que ce que nous avons connu jadis. Le profil de nos étudiants, de manière plus précise, ben, ce sont des étudiants qui sont à la fois autonomes. Le travail à l'université, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de travail qui se fait en dehors des cours. L'immense majorité du travail, c'est en dehors des cours. Et en cela, je pense qu'on peut rejoindre ce qui se passe en prépa, ou ce qui se passe à l'ICAM. Bien évidemment, beaucoup de choses se font en dehors des cours. Et surtout, désormais, c'est le travail en groupe. On travaille en groupe. La réforme des blocs de compétences nous permet également de valider
les travaux d'étudiants, non pas nécessairement sous forme d'un écrit ou d'un oral comme on le faisait avant, mais de travailler en groupe sur tel ou tel sujet, de façon à pouvoir montrer justement des compétences aussi de savoir-être. La curiosité, bien évidemment, la curiosité et la rigueur, hein, et tout cela pour construire vraiment un savoir pluridisciplinaire. Or, quand on a 17, 18 ans, quand on a soi-même vécu des réformes à n'en plus finir au lycée, quand en plus on a été confiné pendant quelques siècles derrière son ordinateur, il y a de quoi en perdre son latin et se poser la question de savoir finalement comment je vais pouvoir arriver à faire des études jusqu'y compris à l'université. C'est pour cela que nous avons mis en place, moi j'ai mis en place à la faculté des lettres des parcours adaptés, que nous essayons de vouloir le plus adapter à cela, à savoir que la première année de chacune de nos licences à la faculté des lettres, par exemple pour notre faculté c'est la psychologie, les langues étrangères appliquées, la médiation culturelle, l'histoire et les lettres modernes. Eh bien, le retour d'une année propédeutique. Comme au bon vieux temps, une année propédeutique où nous mettons un ensemble d'enseignements qui permettent de mieux discerner. C'est le premier mot que j'ai utilisé tout à l'heure lors de mon introduction. Discerner. Apprendre à discerner ce que l'on veut faire. Et au sein de cette année propédeutique, des cours à la fois de spécialité, bien sûr, des cours, si je vais en histoire, je vais étudier l'histoire, mais les bases même, la méthodologie, je vais étudier le français, obligatoire pour toutes les disciplines. Le français avec Voltaire, obligatoirement validé. Je vais étudier les langues, obligatoires dans toutes les disciplines. Je vais étudier les humanités. Nous avons établi les humanités, c'est-à-dire des lieux où nous allons pouvoir exprimer ce que nous apprenons. L'université, dans son sens universitas, c'est-à-dire j'apprends, mais je transmets. Et je développe l'agora, je viens discuter, je viens apprendre à écouter les arguments d'autrui. Toute cette première année qui permet justement de mieux discerner mon parcours. La deuxième année, comprendre, approfondir. Troisième année, parcours plus professionnalisant, donc un ensemble de parcours qui permettent à l'étudiant qui viendrait chez nous eh bien, de ne pas se sentir perdu. On accompagnera son développement et son discernement tout au long de ses études. Ça, je crois que c'est très important parce qu'il ne faut pas avoir peur. Je ne peux pas me mettre à la place d'un étudiant de 18 ans de nos jours, bien sûr, mais je pense qu'ils doivent être peut-être un peu plus perdus que nous l'étions nous-mêmes, justement par cette ouverture, par cette souplesse des études qui est à la fois superbe, mais qui peut donner aussi une sorte de vertige vers où vais-je aller. Donc nous essayons sur ce plan-là de les accompagner le plus possible, les étudiants. Nous les accompagnons en outre, évidemment, dans la mobilité étudiante. Nous avons beaucoup d'étudiants, enfin, nous avons des étudiants qui partent en Erasmus. Nous prenons en compte aussi leur engagement, ça a été dit par plusieurs, hein, ça a été dit, les engagements de ce qu'ils font, il y avait des points de bonification pour leurs études, quand ils s'engagent dans tel ou tel mouvement. Cette idée d'engagement est quelque chose d'extrêmement importante pour nos jeunes, peut-être plus qu'elle l'était quand nous étions nous-mêmes à l'université. Nous prenons en compte cela et nous sommes en lien, évidemment, aussi avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Cher Joël, avec l'IMERAC, nous avons des choses communes, hein, une L3 professionnalisante diététique, nous mettons en place des parcours sur orthophonie, licence de psychologie, nous mettons en place des parcours qui permettent justement aussi de mutualiser des enseignements et de faire en sorte que des étudiants puissent non seulement discerner au sein de l'ICT, mais discerner également aidés par d'autres structures de notre réseau qui peuvent être qui sont des structures comme évidemment l'IMERAC par exemple. Je finirai en disant que les étudiants sont évidemment suivis, disons des rendez-vous avec leur directeur d'études réguliers, des rendez-vous qui permettent de faire le point justement sur leurs besoins. Nous avons continué, hein, là-dessus je suis très heureux parce que nous avons eu une très belle réactivité malgré la crise sanitaire. Nous avons continué, nous avons maintenu l'ensemble des cours en date, heure, malgré le fait que ce soit désormais obligatoirement chez nous en distance. Et donc les cours étaient à date, heure, les partiels ont été maintenus, des partiels ont été maintenus adaptés à la question de la distance. Donc vraiment un suivi des étudiants que nous essayons de mettre au cœur
de nos valeurs au sein de nos licences. J'en finirai là. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Je n'ai pas dû être encore trop bavard. Je finirai là. Et voilà. Donc c'est tout pour dire, c'est avant tout la passion et la joie de connaître. Merci, voilà. merci. Vincent, tu m'as battu. Il n'y a pas de problème. Non. C'est un exemple. Quand il parle de passion, c'est un exemple. Et j'invite tous les parents à suivre vraiment une conférence avec Vincent. Vous verrez un petit peu. C'est un passionné. Je peux reprendre la parole, Monsieur Feuillera, peut-être? Oui, bien sûr. Moi, je vais vous parler donc des BTS. Alors, l'IMERAC, c'est un établissement. Jean-Marc, je vois que tu es là. Tu me reprends si je me trompe sur les BTS. Donc, l'IMERAC est un établissement qui est coupé en 5 départements. On a environ aussi 750 étudiants sous contrat avec l'État. Donc, on a un premier département qui est le département social. Donc là, on peut aller jusqu'à un bac+3 en passant par un BTS. Et on travaille avec l'ICT puisqu'on a nos étudiants de 2e et 3e année qui, en parallèle, font une licence de sciences de l'éducation pour aller vers le professorat. Donc ça, c'est déjà un premier partenariat c'est le premier partenariat qu'on a monté ensemble, Vincent. Ensuite, nous avons donc un département de diététique et nutrition, où là aussi on va jusqu'à un bac+3, puisque la 3e année, Vincent l'a dit, elle est en partenariat avec l'ICT, donc c'est une licence rectorale, hein, donc qui est une licence d'État. Voilà. Ensuite, nous avons un département, on va dire, comptabilité marketing, où là nous avons plusieurs BTS. Et le DCG, le diplôme de comptabilité générale, là, on peut aller aussi jusqu'à un bac+5, si on fait la carrière de DCG et DSCG. On peut aller à un bac+3 si on va plutôt vers des bachelors que nous faisons, qui sont tous des titres RNCP, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, on a un département tourisme, où là, on peut aller aussi vers un bac+3. Et enfin, on a un département, en passant par un BTS toujours, hein, et ensuite on a un département donc, qui va être le département informatique, où là on a 3 BTS, donc un BTS, on va dire plutôt tertiaire, un BTS industriel et un BTS technico-commercial, où là on va aussi jusqu'à un bac+5, hein, donc toujours pareil dans les accords de Bologne, hein, bac+3, bac+5, etc. Donc voilà, l'IMERAC est assez complet de ce point de vue-là. Nous avons aussi une classe de mise à niveau scientifique, hein, ça répond lorsqu'un EDS ou lorsque des études n'ont pas été scientifiques et qu'un jeune, on a par exemple une fille qui a fait un bac littéraire l'an dernier, mais qui passe par notre classe de mise à niveau scientifique pour pouvoir faire un BTS diététique derrière. Parce que là, c'est effectivement des exigences scientifiques, il faut avoir fait des sciences. Alors, un BTS, c'est quoi? Un BTS, c'est d'abord un bac en 2 ans. Aujourd'hui, Jean-Marc ne me contredira pas, on a à peu près 80-90% des jeunes qui font au minimum un bac+3. Donc, aujourd'hui, on ne s'arrête plus au BTS comme avant. Je crois que le BTS, c'est, je dirais, un tremplin pour un jeune qui a besoin d'être très accompagné, d'aller vers une formation professionnalisante, puisqu'on a beaucoup de stages. Alors, il est vrai que je ne parle pas en période de pandémie, hein, c'est un peu plus compliqué en période de pandémie, mais il y a beaucoup de stages et ce sont donc des élèves qui vont apprendre un métier. Pour autant, ce n'est pas parce qu'ils apprennent un métier qu'ils sortiront avec ce BTS et qu'ils arrêteront leurs études. Ils vont apprendre, nous on va leur donner une attitude professionnalisante. Donc ils vont apprendre, disons, tel ou tel métier. Ils pourront ensuite, grâce aux passerelles, intégrer des écoles d'ingénieurs, intégrer peut-être l'université, intégrer des écoles de commerce. C'est-à-dire qu'ils pourront, je dirais, après avoir été accompagnés, parce que le BTS, c'est le lycée avant tout. Hein. Les BTS sont dans des lycées. C'est vrai que l'IMERAC, c'est particulier parce qu'on a que des élèves d'enseignement supérieur, mais les BTS, ce sont des lycéens. Ce qui veut dire qu'ils vont être accompagnés, ils vont être suivis, beaucoup d'heures de cours, hein, environ 30 heures de cours à peu près par BTS, et je dirais un travail avec des stages. En moyenne, il y a entre 10 à 12 semaines de stage sur 2 ans, en fonction des BTS, beaucoup d'actions professionnelles, et donc voilà, le BTS, c'est un jeune qui a déjà une petite idée de ce qu'il aimerait faire et qui va suivre des études et travailler dans ce sens. Alors à l'IMERAC, nous avons aussi tout à l'heure Vincent en a parlé, nous avons aussi des diplômes, enfin ce ne sont pas des diplômes, des formations qui ne sont pas sur Parcoursup, mais qui sont en lien avec l'ICT. Ce sont des jeunes qui ne seront pas pris en école d'infirmière ou en école d'orthophonie, et donc qui vont faire une préparation pour se remettre sur Parcoursup, en étant en parallèle, en suivant des études de psycho ou de lettres à l'ICT. Voilà, c'est des liens que l'on a fait avec l'Institut catholique. Voilà, bien sûr, on ouvre l'apprentissage tout doucement, nous, à partir de la 2e année uniquement, c'est-à-dire des élèves qui sont chez nous en première année, qui grâce à leur stage, trouvent un contrat d'apprentissage, et en 2e année, quelques étudiants pourront
dans certaines filières, continuer leur formation en apprentissage. Ensuite, à partir de notre 3e année, toutes nos formations sont en apprentissage. Voilà un petit peu pour être rapide, parce que je pense qu'on va avoir des questions et que les parents doivent commencer à fatiguer. Hein, voilà. Jean-Marc, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, moi je voulais bonjour à tous, je suis le président de la Midi-Pyrénées. Je ne suis pas un Toulousain, mais ce soir, ils m'ont pas mis chez Alain Copain dans une chambre chez Alain, mais je suis dans la chambre d'hôtel, puisqu'on avait une réunion cet après-midi du groupe RENASUB, tous les établissements. Juste vous dire 2 choses au niveau des parents, c'est qu'on est partenaire du rectorat, on est partenaire aussi de Parcoursup, puisqu'on est sur les commissions de l'enseignement supérieur. Si cette commission de l'enseignement supérieur, si un jeune n'a pas d'affectation, à un moment donné, il va falloir lui trouver une affectation. Voilà, donc nous sommes partenaires de l'enseignement catholique de cette affectation. Moi, je suis sur Tarbes, j'ai 7 BTS, j'ai 400 étudiants aussi, et puis j'ai des bacs technologiques et des bacs professionnels. À un moment donné, nos jeunes, peut-être se sont mal positionnés, et donc ensuite, il faudra les repositionner sur d'autres formations. Ce que je peux vous dire, en rassurant les parents, c'est que l'année dernière, au mois de juillet, grâce aux 2 ou 3 commissions qui ont eu lieu, il n'y avait aucun jeune sur le carreau sur Midi-Pyrénées. Les jeunes qui étaient sur le carreau sur Midi-Pyrénées, carreau, excusez-moi du terme, qui n'avaient pas de solution, c'était des jeunes qui s'accrochaient à des formations, comme on l'a dit tout à l'heure, sans objectif, en s'accrochant avec des notes qui étaient faibles, des parcours qui étaient compliqués. Donc au mois de juillet, il y avait peu de jeunes qui étaient mal positionnés, et au mois de septembre, tout le monde était tellement positionné que quand il y a eu un plan d'action sur un plan jeune qui s'est mis en place, on nous a ouvert des capacités dans nos BTS, puisqu'on a été 5 BTS à ouvrir des capacités. Les jeunes, en gros, on ne trouve plus de jeunes, puisque sur Midi-Pyrénées, globalement, le travail avait été fait avec un gros travail des CIO, avec un gros travail aussi, je dis, de Joël est là et d'autres partenaires sont là ici. Venez dans nos établissements à un moment donné quand un jeune est en difficulté. Le problème, c'est qu'on est contraint par une procédure qui est quand même très administrative, Parcoursup, mais on peut toujours trouver des solutions et des solutions d'orientation. Donc venez, vos enfants sont dans l'enseignement catholique. Je ne vais pas dire qu'il y a priorité à un moment donné, mais on a parlé d'entretien, on a parlé de porte ouverte. Si un jeune est motivé, si vous voyez bien aussi l'esprit qu'on met dans nos établissements supérieurs, parce que nous, pour le dire, j'ai bien entendu tout à l'heure la conférence l'ICT, j'espère y aller un jour l'écouter. Un jeune, il faut qu'il soit heureux, heureux dans sa formation, heureux dans son parcours, et je crois que c'est très important qu'on mène ça. Juste un autre mot, donc ne vous inquiétez pas sur Parcoursup, c'est un bon système, quoi qu'on en dise, et c'est aussi un système de sélection. À un moment donné, il faut parler une vérité aussi, à un moment donné. Donc, il faut se préparer à ce système. Une autre donne aussi qu'on a fortement et qui s'amplifie fortement, c'est l'apprentissage. Joël l'a dit. On commence à avoir des places d'apprentissage dans nos BTS. C'est-à-dire des jeunes qui arrivent avec une entreprise, qui ont un parcours particulier et qui ont la possibilité et de s'accrocher, c'est-à-dire de faire de la formation scolaire et de BTS, par exemple. Je donne un exemple BTS et d'avoir un parcours d'apprentissage. On a aussi une possibilité dans l'enseignement catholique en ce moment, avec tous les liens qu'on a. Vous avez vu avec l'ICAM, vous avez vu l'Institut catholique, on est très bien fournis sur Toulouse et dans ce réseau, que aussi on puisse avoir des parcours de Bac plus 3, Bac plus 4 et Bac plus 5. Il y a des métiers qui demandent des parcours de Bac plus 4 et de Bac plus 5. Je suis bien placé puisque moi je suis lycée des métiers d'informatique, je vois bien où sont les métiers à un moment donné. Les métiers commerciaux, c'est un peu la même chose. Voilà, donc on se développe à l'apprentissage, on essaie de donner des propositions aussi après un Bac plus 2, parce que comme dit Joël, on ne s'arrête plus après un Bac plus 2, on continue au minimum sur un Bac plus 3. Donc il y a des bachelors qui se mettent en place dans nos établissements, il y a des parcours Bac plus 3 qui se mettent en place, et on commence à s'associer avec des écoles. Les écoles de la physique de l'enseignement catholique pour proposer des parcours Bac plus 4, Bac plus 5. Voilà notre réseau, comment il est monté au niveau de l'enseignement
catholique. Voilà, merci. Oui, et moi je voulais simplement ajouter que Jean-Marc l'a dit, Martin aussi l'a dit, Vincent ne l'a pas dit, mais je sais que c'est pareil, et puis Alain l'a dit aussi. Nous donnons aussi beaucoup de chance aux élèves de l'enseignement catholique. Nous pensons tous que un élève dont les parents ont choisi l'enseignement catholique, notre devoir, il est de permettre à ses parents et à ces jeunes de poursuivre avec un enseignement qui aura les mêmes valeurs d'accompagnement. Enfin, vous l'avez compris dans tous nos discours. Donc, je crois que ça, c'est important à dire. Nous, par exemple, sur les miracles, mais Saliège, c'est encore mieux, et l'ICT, n'en parlons pas, on est entre 30 à 35% d'élèves issus de l'enseignement catholique. Donc, ce n'est pas rien. Seulement, il faut bien faire comprendre aux parents ce qu'a dit Martin, c'est eux qui doivent nous choisir aussi. C'est-à-dire, ce qu'il ne faut pas, c'est venir nous voir en septembre en disant, voilà, je suis pris nulle part, vous êtes enseignement catholique, pourquoi vous ne me prenez pas? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment venir nous voir, et là, nous ferons le maximum, et je peux vous dire que nous sommes tous en réseau, nous travaillons énormément, y compris avec des établissements de l'enseignement catholique qui n'ont pas d'enseignement supérieur. Nous sommes en permanence en contact avec eux et nous travaillons notamment sur Parcoursup ensemble. Voilà. Moi, j'en ai fini, M. Feuillard. Alors, Alain Copin veut dire quelque chose? Oui, allez-y, M. Copin. Remettez votre micro. Oui, deux éléments très rapides. Un, je me permettrai de corriger sympathiquement Joël qui a dit que les élèves de BTS étaient des lycéens. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. Ils aspirent à être étudiants. Mais je pense que c'était une formule rapide au détour d'une phrase dans l'envolée lyrique dans lequel tu étais. Le pire, c'est qu'on est enregistré. Le pire, c'est qu'on est enregistré. À la... Ça ne va rien, j'assume. La deuxième chose, là, je m'adresse aux familles. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que l'enseignement catholique, je ne parle pas de l'ICT qui obéit à un autre régime, mais le libre choix des familles existe encore malgré le fait que, Parcoursup, ça a été très difficile à digérer, à inscrire dans notre paysage parce que c'était un plaisir, nous, les chefs d'établissement, de recevoir les familles. Et puis de dire, voilà, je vous inscris parce que c'est une démarche qui me paraît non seulement courtoise, mais engageante et sympathique et gagnante-gagnante pour les familles. Or, effectivement, ce nouveau dispositif est très lourd. On a été forcé de l'apprivoiser. On ne peut pas jouer les nostalgiques. N'empêche que l'idée que je veux faire passer, c'est que les familles ont toujours accès au bureau des chefs d'établissement, de l'établissement, pour pouvoir, avant, pendant et après, parce que ça paraît évident que c'est un contrat de confiance avec l'établissement. Et je voulais rassurer les familles là-dessus. Merci beaucoup. Merci pour ces échanges qui ont été passionnants. Votre présentation de l'éventail des formations proposées par l'enseignement catholique sur notre région. On a vu des choses très très variées. Alors apparemment, nos jeunes peuvent aller de programme Erasmus à l'alternance, de préparation intégrée à des formations canoniques, des formations Bac+2 jusqu'à des formations beaucoup plus longues en internat. Enfin voilà, tout l'éventail de l'enseignement catholique qui parfois est un petit peu méconnu de l'ensemble des familles, et c'est pour ça qu'on a souhaité sous votre initiative faire cette visio ce soir. On espère que l'année prochaine on pourra le faire dans des conditions, on aura anticipé un peu plus les choses et on pourra avoir un rendez-vous. On espère qu'il sera pérennisé avec vous et on en serait ravis. Je voulais aussi préciser qu'il y a d'autres. Alors, on a présenté essentiellement des établissements de la région toulousaine, mais sur notre académie, il y a d'autres pôles de formation post-bac de l'enseignement catholique. Alors, on a des spécificités. Pour en citer une ou deux sur le transport dans le Tarn, on peut avoir un pôle sur l'art à Cahors, à Rodez aussi. Il y a tout un tas de filières, notamment dans certains établissements, dans certains lycées, qui permettent de poursuivre les études dans l'enseignement catholique après le bac. Alors, il y a une question qui est posée, donc à laquelle je voudrais répondre. Il y a Anne qui demande, avec un bac général, peut-on aller en BTS? Il est vrai que l'État, pendant plusieurs années, a dit que pour le BTS, c'était pour les bacs pro. En fait, c'est faux. Quand vous regarderez les fiches que vous avez sur la droite de Parcoursup, tout dépend évidemment des BTS, mais
Au maximum, nous, dans l'enseignement catholique, nous sommes à peu près à 30% issus de bacs généraux, de bacs pro, pardon, parce que nous pensons que que le mélange 30-30-30, donc 30% de bac pro, 30% de bac techno, 30% de bac général, c'est l'idéal pour la réussite d'un BTS. Et nous avons énormément de demandes. Moi, je dis que l'IMERAC, je pourrais ne remplir l'IMERAC qu'avec des élèves qui ont fait une première année universitaire et qui, alors pas à l'ICT, parce qu'à l'ICT, ils sont accompagnés, hein, mais qui ont fait une année universitaire ailleurs et qui reviennent vers nous avec des bacs généraux. Parce que souvent, on leur dit, n'allez pas en BTS. Et c'est une erreur, parce que le BTS est un excellent accompagnement. Voilà. Merci. Vous l'avez dit tout à l'heure, voilà. Voilà, je vous fais passer le site donc de Parcoursup, il s'appelle orientsup.com. N'hésitez pas à aller voir toutes les spécificités de nos établissements. Nous sommes sur une carte de formation nationale. On peut pas avoir, il y a des formations, tout à l'heure vous avez parlé de certaines formations. Moi j'ai Notariat par exemple qui est à Tarbes. C'est souvent 1 ou 2 BTS ou 3 BTS. On ne peut pas grandir. Certains BTS sont très demandés, comme dit Joël Lebert. 150, 200 vœux. L'année dernière, vous savez qu'ils peuvent faire 10 vœux, les jeunes, donc ça augmente beaucoup les perspectives. Donc, on est sur une carte de formation comme le public. On n'est pas présent partout. Et le public, c'est la même chose de l'autre côté. Voilà, merci. Merci. Dominique, un petit mot pour la fin? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Oui, Dominique. J'ai une autre visio qui a commencé, donc je suis passé sur mon téléphone pour vous suivre, voilà, et je vais, voilà, donc déjà vous remercier, en premier commencer par remercier Jean-Marc qui est à l'initiative de cette soirée, bien sûr remercier que ce soit Alain ou Joël, je connais moins Martin ou l'autre personne qui est intervenue ce soir, mais il m'est pour moi très très agréable de pouvoir faire le lien entre l'enseignement catholique supérieur et les parents que je représente qui eux sont en attente de formation, et ce soir je pense que vous avez renseigné et je vous remercie pour cela. Merci Philippe pour ton animation et merci à tous les parents qui ont pu se connecter malgré le délai qu'on leur a laissé. Je rappelle que ce mini-webinaire sera visible sur le site de l'Appel académique de Toulouse, www.appelacadoulouse.fr, et nous y rajouterons donc, j'ai vu ça avec Joël juste avant de commencer, des petites vidéos webinaires qui ont été faites par l'enseignement supérieur catholique pour pouvoir apporter le maximum d'informations à nos parents, et j'espère qu'on pourra effectivement l'an prochain pour faire quelque chose d'encore mieux, mais pour une première. Et avec la rapidité que l'on a fait, je pense que c'est plutôt pas mal et je vous en remercie. Merci Dominique, merci Philippe, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir.